Ok, chers amis, bonjour à tous. Nous sommes le 17 décembre après-midi et j'ai le plaisir de revoir Maurice Portiche ici à Hong Kong. Bonjour Maurice, comment ça va? Bonjour Marc, je vais bien. Merci, Alors, merci de ton invitation. Merci de cette rencontre. On Oui. s'est rencontrés pour la première fois à Budapest, en Tout à Hongrie, fait. quand j'étais de passage rapide business trip. Et on a eu un échange très intéressant. Depuis, on s'est revus plusieurs fois lors d'interviews sur YouTube, mais toujours à distance. Et là, cette fois, c'est toi qui viens en Asie. Pour des raisons personnelles, tu es là pendant 2 semaines, donc on va en profiter à Hong Kong. Et j'aimerais qu'on organise un déjeuner réservé aux membres du CFI, mais aussi un dîner ouvert à tous. Peut-être qu'on va même le faire en anglais pour que ce soit ouvert à tous, même les non-francophones. D'ailleurs, voilà, si chers amis qui sont à Hong Kong, dites-moi, vous êtes en ce moment, est-ce que vous êtes à Hong Kong, est-ce que vous êtes en vacances, vous êtes en France, vous êtes ailleurs, vous êtes en Thaïlande, je ne sais pas. Mais si vous êtes à Hong Kong ces prochains jours, dites-moi quand vous êtes disponible, comme ça on organise, on voit quand les dates qui arrangent le plus de monde, soit pour un déjeuner, soit pour un dîner avec Maurice. Ça te va Maurice? Moi, ça me va très bien. Très bien. Bah alors, nos amis qui sont à Hong Kong, certains te connaissent parce que certains suivent mon actualité, ils ont déjà vu tes interventions en vidéo. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Brièvement, je connais Hong Kong. C'était une de mes premières affectations diplomatiques de 1980 à 1984. J'étais responsable des affaires culturelles et scientifiques. J'ai connu Hong Kong à une époque, l'âge d'or de Hong Kong, si je puis dire, où tout était possible, où rien n'était impossible. C'était quand l'âge d'or? C'était de cette période-là, les années fin 70, toute la décennie 80. Le changement, plus exactement, a commencé, à mon avis, à partir du début de la décennie 90 avec la rétrocession. Donc l'esprit de Hong Kong a quand même beaucoup changé. Moi, j'ai connu Hong Kong avant la rétrocession. Quand j'étais à Hong Kong, les négociations étaient en cours entre les Anglais et les Chinois, mais la vie à Hong Kong poursuivait son cours normalement. Et c'était une période extrêmement exaltante. J'ai appris énormément de choses. Et en plus, compte tenu de la situation politique particulière de la Chine... On reprend parce que quelqu'un m'avait appelé. Alors tu disais, compte tenu de la situation de la Chine. Je disais que compte tenu de la situation de la Chine sortait petit à petit de la révolution culturelle, elle s'ouvrait au monde mais elle était encore fermée. Et donc Hong Kong était la fenêtre de la Chine de l'époque. Elle était la fenêtre pour l'observation politique de la Chine via les journaux qu'on pouvait obtenir de Chine et qu'on étudiait à Hong Kong par cette antenne de sinologie que je dirigeais. Et puis, on avait la possibilité d'interviewer les Chinois qui quittaient au risque de leur vie la Chine via la rivière des Perles. C'était interdit à l'époque? Oui, c'était interdit, bien sûr. On n'avait pas le droit de circuler. Les Chinois n'avaient pas de passeport. Même à l'intérieur même de la Chine, ils n'avaient pas le droit de sortir de leur ville, de leur village, qu'on appelle le Hukrou, c'est-à-dire leur petite carte d'identité de l'endroit où ils vivaient. Il n'y avait pas de liberté de circulation, pas de liberté d'expression, bien entendu. Et donc c'était une période, d'un point de vue observation politique, extrêmement intéressante. Et puis sur le plan économique, Hong Kong, c'était par là où passait pour la Chine tout son développement de l'époque. C'était son ouverture sur le monde, c'était sa fenêtre sur le monde. Hong Kong était la fenêtre sur le monde. Et pour parler de la France, par exemple, toutes les grosses entreprises françaises qui visaient le marché chinois étaient installées à Hong Kong. Et pour des raisons d'ordre pratique, j'étais de facto responsable de la province de Canton. Parce que c'était plus facile pour moi d'aller à Canton à ce moment-là que mon collègue qui était à Pékin. C'était pas facile. Plus proche. C'est plus proche, géographiquement plus proche. Et quand on sait les problèmes, les difficultés qu'il y avait à l'époque pour circuler à l'intérieur de la Chine, c'est pas comme aujourd'hui. Hein. On prenait des petits Antonov, on se demandait s'ils allaient décoller peut-être qu'ils n'allaient pas atterrir. Enfin bref, c'était assez risqué. C'était assez amusant de ce point de vue-là. Et donc, je m'occupais de Canton. Par exemple, j'ai créé la première alliance française en Chine. À Canton. Je l'ai créée à Canton. Tu as créé l'Alliance française à Canton? J'ai créé l'Alliance française à Canton. C'est beau à savoir ça. Voilà. J'ai créé une école française à Taïabé, parce que la France avait établi sa coopération nucléaire avec la Chine. C'est où Taïabé?
Taiyabé, c'est dans la province de Canton. D'accord. Taiyawan en chinois. Ok. Ok. Et donc Taiyabé, c'était une base vie de Framatome, EDF, qui étaient les premiers partenaires de la filiale nucléaire chinoise. C'est grâce à la France, en quelque sorte, que les Chinois en sont là dans leur développement du nucléaire. Donc j'ai créé l'école française pour les enfants de tous les ingénieurs qui travaillaient À Canton. à Taiyabé, dans cette Près de Canton. près de Canton. Voilà. Donc c'était comme je le disais souvent, le Far West dans le Far East. Et ça, c'était dans quelle année? Tu m'as dit 80, 80. Entre 80 et 84, n'est-ce pas? Et un phénomène intéressant, je te l'ai expliqué tout à l'heure, j'en dis quelques mots parce que ça va peut-être attirer l'attention de tes amis, de nos amis, c'est que nous avons été invités un jour par les autorités chinoises à venir visiter Shenzhen, un village de pêcheurs à l'époque, parce que Deng Xiaoping avait décidé que le développement futur de la Chine allait se passer à Shenzhen. Donc nous étions les premiers occidentaux à avoir été invités là-bas, à Shenzhen. J'étais là pour représenter le consulat, mais j'étais avec tous les grands patrons, les grosses maisons industrielles, bancaires, Que des financières. Français? Que des Français. Il devait y avoir des Allemands, non? Des Non, Espagnols? Que des Français. c'était que des Français. Les premiers étrangers à Ouais. Shenzhen, c'était des Français. C'était les Français. Ben oui, puisque Taiyabé, comme je le disais, filière nucléaire. Ouais. Ouais. Donc on est arrivé là-bas et on nous a débarqué sur une plage, la mer, le sable, et puis une baraque en bois. Puis on voit un bonhomme qui nous reçoit, il veut la prendre, il nous reçoit en tenue Mao évidemment, son petit stylo ici, comme ce fut la mode à l'époque, avec une petite baguette. On est rentré, on était assis sur des bancs, et il y avait un tableau noir, il avait une craie et il nous expliquait le développement de Shenzhen en nous disant voilà, la Chine de demain va être là. Alors c'est quoi ton impression quand tu vois ça? Bah, tout le monde, c'est pas la mienne, tout le monde était sceptique. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Ouais, bof, qu'est-ce qu'il raconte? Ben oui, qu'est-ce qu'il raconte? Il est en train de nous raconter des histoires, c'est pas possible, regardez, il n'y a rien. Ils veulent tout simplement piquer notre argent, on va investir dans du sable, il ne leur sortira rien. Enfin, tout le monde était rentré à Hong Kong avec beaucoup plus de questions que des réponses. Les réponses sont venues quelques années après. Shenzhen s'est développé d'une manière mais alors, extraordinaire, personne n'y croyait. Voilà, Shenzhen, maintenant vous connaissez tous Shenzhen. Moi j'ai connu Shenzhen quand c'était le sable et une baraque en bois. Incroyable. Voilà, donc je peux parler si vous voulez de la Chine, parce que c'est un pays que je connais bien, j'ai vécu à l'intérieur, j'ai été un diplomate. Ensuite, après ma carrière diplomatique, je suis retourné en 2008 au moment des Jeux Olympiques pour m'y installer. J'ai dirigé une filiale d'EDF pendant 7 ans. J'ai enseigné à l'Institut de diplomatie de Pékin. J'étais le seul ambassadeur étranger à enseigner à des futurs diplomates chinois. J'ai enseigné pendant 8 ans à l'université de Wuhan, dont on connaît le nom maintenant. Enfin bref, j'ai fait énormément de choses en Chine, dans le domaine académique, dans le domaine industriel, dans le domaine diplomatique. Je connais la Chine de l'intérieur. Je parle le chinois, bien entendu. J'ai eu beaucoup de relations avec des Chinois dans tous les secteurs de la société, vu mes activités, la culture, les arts, le sport, la science, l'économie, le business, l'université, l'académique, etc., etc. Donc j'ai une vision qui est quand même plutôt de l'intérieur, comparée à des visions de soi-disant sinologues ou d'observateurs qui vivent en d'experts France, qui regardent par médias mainstream ce qui se passe de en Chine. l'extérieur et qui plaquent sur le corps chinois leur prisme idéologique, etc. La Chine, c'est pas du tout ce que l'on peut croire. C'est de mon point de vue la continuité totale. Il n'y a pas eu de rupture en 1949. C'est une nouvelle dynastie qui s'est établie en Chine. Quand on connaît l'histoire chinoise, chaque nouvelle dynastie qui s'est établie, ça a été le résultat d'une révolution. Ça a toujours été une révolution. Donc, Coming en chinois veut dire révolution. Donc la révolution de 1949 n'est que l'ultime révolution qui a succédé à celle des Qing qui ont supplanté les Ming pour installer une nouvelle dynastie. Les Qing ont été supplantés par les républicains en 1911, Sun Yat-sen, et puis ensuite Sun Yat-sen a été lui supplanté par Mao. Donc c'est une continuité historique. On n'a pas affaire, à mon avis, à un régime communiste, comme on le dit, qui fait peur à tout le monde. Si la Chine fait peur, c'est parce qu'elle est puissante. Mais elle a toujours été puissante.
Elle a toujours été la première puissance économique mondiale jusqu'en 1911. Et par conséquent, le regard que l'occidental porte sur ce pays, et je terminerai là-dessus parce qu'il y a tellement de choses à dire, au début des années 80, la Chine était traitée dans les médias occidentaux avec énormément de sympathie, énormément d'empathie. On adorait la Chine, on adorait les Chinois. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient pauvres, parce qu'ils ne représentaient aucune menace pour l'Occident. C'est un peu comme la Thaïlande aujourd'hui. Peut-être, mais en beaucoup plus grand. Et puis parce qu'ils étaient pauvres, et puis parce qu'ils offraient à nos investissements des opportunités énormes d'enrichissement. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Et puis ensuite, la Chine pauvre est devenue riche, est devenue même très riche, elle est devenue même puissante. Et en contrepartie, l'Occident a perdu de sa superbe en économie, en technologie. Et maintenant, le regard change. Ce n'est plus un regard empathique, c'est un regard, au contraire, de méfiance, voire de mépris, de dédain, De jalousie. de jalousie, ceci est le vrai terme. Et dans ce contexte-là, il y a ceux qui disent « bon, ben, on va se payer à la Chine ». Bon, voilà. Les démocrates américains, c'est ce qu'ils veulent se payer la Chine, ils veulent faire la guerre, ils veulent utiliser Taïwan comme un instrument pour faire la guerre. Taïwan pourrait devenir l'Ukraine de la Chine, comme l'Ukraine et le Taïwan de la Russie, ouais, c'est ça. Et puis il y a d'autres qui sont un peu moins idiots, qui disent bon, on ne va pas faire la guerre à la Chine parce qu'on sait très bien qu'on ne la gagnera pas, hein, c'est pas possible. Mais on va lui créer des tas d'ennuis, on va lui mettre des bâtons dans les roues dans son développement, on va la sanctionner, on va faire une politique commerciale, etc., etc. Voilà où on en est aujourd'hui. La Chine est plus devenue une concurrente. Elle est une concurrente pour certains et une ennemie pour d'autres. Pour qui elle est une ennemie ? Alors elle est ennemie pour tous les mondialistes progressistes représentés par les démocrates américains, mais qui ont leur pendant en Europe, en particulier l'Union européenne. À Bruxelles, il y a un aéropage de gens qui dirigent l'Union européenne qui sont directement liés avec l'État profond américain. Qui veulent envenimer la situation. Alors, ils veulent envenimer avec la Chine comme la Russie et tout le reste. Exactement. Ils veulent envenimer. Ils sont en confrontation directe. Exactement. Avec un petit peu les BRICS. Et ils sont prêts à aller en guerre avec les Américains. Ils soutiennent l'idée de délocaliser l'OTAN en Indo-Pacifique ou de créer un OTAN Indo-Pacifique, ce qui est une aberration parce que l'OTAN n'a pas de vocation géographique hors du continent européen, mais ils sont prêts à aller jusque-là. Et ça, ce sont ceux qui considèrent que la Chine est ennemie. C'est les extrémistes atlantistes. Voilà, et d'autres qui considèrent que la Chine n'est pas un ennemi, mais un concurrent. Alors c'est qui ces autres ? Alors, que faire pour faire face à ce concurrent ? Alors, les autres, c'est aux États-Unis, c'est Trump, c'est le nouveau courant politique. Trump ne veut pas la guerre avec la Chine. Il veut la paix. Trump, il veut la paix. C'est le seul président américain qui n'a pas démarré de guerre aussi. Exactement, il veut la paix, mais c'est pas parce qu'il veut la paix qu'il va foutre la paix à la Chine. Oui, il défend ses intérêts américains, ce qui est normal. Voilà, lui, il est pragmatique, c'est un homme d'affaires. Il veut même la paix avec la Corée du Nord, donc c'est exactement. Quand même, il cherche pas la merde. Exactement, il veut la paix parce qu'il sait que sans la paix, il n'y aura pas de prospérité économique Exactement. pour les États-Unis. Il sait que les États-Unis et la Chine sont économiquement interdépendants. Et donc, il a quand même des limites dans ses actions de concurrence vis-à-vis de la Chine, dans ses actions d'élévation de tarifs contre les produits chinois, de sanctions, etc. C'est très limité parce qu'il n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Il le sait, il parle beaucoup, mais il verra bien qu'en réalité, c'est pas si simple que ça parce que les Chinois ont des mesures de rétorsion qui sont absolument terrifiantes. La Chine est la première puissance économique mondiale. Comment sanctionner la puissance économique mondiale ? C'est complètement fou. C'est impossible. C'est stupide même. Bon, mais il agite tout cela pour faire comprendre aux Chinois, bon, maintenant, il faut peut-être qu'on arrive à s'entendre, etc. C'est le rapport de force. Voilà, rapport de force. Les Chinois aiment ça, ils savent ce que c'est qu'un rapport de force. Et ils respectent les rapports de force. Et puis en Europe, il y a des Européens qui s'inscrivent dans cette ligne-là. Mais pour le moment, de mon point de vue, c'est plutôt la ligne belliqueuse qui est encore... qui prévaut encore en Europe parce que précisément on est encore derrière Biden, on n'est pas encore derrière Trump. Sauf peut-être en Europe de l'Est avec la Hongrie. Quand je parle de l'Europe, je parle essentiellement de l'Europe de l'Ouest, il faut que je précise ça, parce que l'Europe de l'Est c'est un autre sujet.
D'accord, très bien. Alors bon, on parlera de tout cela pour mieux comprendre la géopolitique lors des prochains rendez-vous, peut-être un dîner, un déjeuner. Maintenant, est-ce que tu peux dire 2-3 mots pour les Français qui hésitent à venir en Chine ou en tout cas en Asie, en tout cas, qui disent que l'environnement économique en Chine, c'est pas top, il n'y a plus rien à faire, c'est mort, le pays se referme, il vaut mieux s'expatrier aux États-Unis ou ailleurs. Comment tu vois l'avenir de la Chine? Bon, en géopolitique, n'est-ce pas? On va dire en termes d'opportunités. Oui, mais la géopolitique, économique, géopolitique. les opportunités pour les individus que nous sommes s'inscrivent dans un cadre géopolitique. Ça, c'est évident. On ne peut pas s'abstraire de ce qui se passe au-dessus de nos têtes. Est-ce que la Chine, c'est encore l'avenir? Ou est-ce qu'ils se referment trop entre eux et ils sont dans le déclin? La Chine est encore et pour longtemps l'avenir du monde, parce qu'elle est dans une trajectoire de puissance. Cette trajectoire de puissance n'a pas changé et ne changera pas pendant longtemps. En revanche, l'Occident est dans une trajectoire de descente, de décadence, qui prendra du temps. Ceux qui disent que l'Amérique est foutue, non, c'est pas vrai. L'Amérique est toujours une puissance. Simplement, elle n'est plus aussi hyper puissance, comme disait Hubert Védrine, dans les années 90. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, les États-Unis, ceux qui sont réalistes, sentent bien qu'ils sont maintenant amenés à coopérer, à partager les sphères d'influence avec des puissances émergentes, pas des pays, des puissances émergentes, dont la Chine est la première, la Russie la seconde et l'Inde qui vient derrière, puis éventuellement le Brésil. Bon. Donc l'avenir est clairement chinois. Bon. Alors maintenant, la Chine, effectivement, connaît une période de baisse de développement économique. C'est normal. On ne peut pas continuer à croître à plus de 10% de croissance pendant plus de 40 ans. Ce n'est pas possible. Moi, j'ai connu la Chine lorsqu'elle faisait 14% de croissance. Et j'étais là en Chine à cette époque-là. Bien. Maintenant, la Chine, il y a eu un effet de rattrapage, comme on dit, en termes de croissance. L'effet de rattrapage chinois était extrêmement rapide, spectaculaire et fort. Et maintenant, la Chine se retrouve dans une trajectoire de croissance plus normale. Aujourd'hui, les autorités disent que leur croissance est entre 5 et 5,5. Quand on connaît les statistiques chinoises qui ne sont pas sans lien avec le politique, la réalité, à mon avis, c'est plutôt autour de 3,5 que de 5,5, à mon avis. Elle est moins forte qu'on le pense. Mais même 3,5 de croissance dans la première puissance économique mondiale, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Comparé à la France, c'est même pas comparable. Bon. La Chine est par ailleurs leader dans tous les secteurs de demain. En intelligence artificielle, elle est leader. En microprocesseurs, elle est en train de rattraper, voire bientôt de dépasser les Américains. En espace, dans le spatial, la Chine est en train de talonner les États-Unis, c'est-à-dire Musk. Okay, la Chine a un programme qui ressemble beaucoup à celui de Musk. Conquérir Mars. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est une réalité. La Chine est le premier dans le ferroviaire, même si elle a appris de Thomson. Maintenant, elle a dépassé Thomson. Maintenant, elle vend des trains à grande vitesse un peu partout dans les pays émergents. La Chine est première dans ce plan nucléaire. Elle est première de la classe dans énormément de secteurs d'avenir. Bien. Est-ce qu'il y a des limites à ça? Parce que tu as y compris des patriotes parmi nos amis qui disent que oui, la Chine est première dans beaucoup de domaines, mais dont elle a un petit peu volé la technologie, y compris à des Français, et que bien sûr elle talonne les Américains, notamment Elon Musk, mais elle a des limites parce que les Chinois savent très bien travailler sans limite, mais ils ne savent pas innover, ils n'ont pas l'intelligence des Américains. Il y a même des patriotes identitaires qui vont aller plus loin et qui disent que en fait, les Chinois n'ont pas la même civilisation que les Européens, les Blancs, etc., les Américains, qui sont eux ceux qui innovent, qui sont intelligents, etc. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que les Chinois sont limités par quelque chose? Écoutez, il faut simplement regarder l'histoire. Il faut simplement regarder l'histoire de la Chine. Les Chinois ont été les premiers innovateurs, les premiers créateurs de la science. Qui est-ce qui a inventé la boussole? C'est la Chine. Qui est-ce qui a inventé l'imprimerie? C'est la Chine. Qui est-ce qui a inventé la poudre? C'est la Chine. Qui est-ce qui a inventé la première chirurgie cérébrale? C'est la Chine.
Les Chinois ont été les premiers partout dans le monde, alors que nous, en Europe ou l'Occident, les États-Unis n'existaient pas, on n'en parle pas, on parle que de l'Europe. Okay, les États-Unis, c'est une jeune nation, elle a un peu plus de 200 ans, donc à l'époque, elle n'existait même pas. Ce qui existait, en revanche, c'était les tribus en Europe. Les Européens vivaient dans des conditions tribales, alors que les Chinois étaient déjà dans une ère de civilisation scientifique, à la chinoise certes, mais scientifique, et vivaient dans le luxe, et vivaient dans la prospérité économique. Qui est-ce qui a inventé la monnaie? Qui est-ce qui a inventé les routes? Qui est-ce qui a inventé l'imprimerie? C'est les Chinois qui ont inventé tout ça. Qui est-ce qui a inventé les mesures? Ce sont les Chinois qui ont inventé tout ça. Le premier empereur de Chine, celui qui a unifié la Chine en 221 avant Jésus-Christ, c'est la dynastie des Qin, pas des Qin, mais des Qin, c'est lui qui a tout inventé le développement de la Chine moderne. Bon. Alors, quand on prend du recul et qu'on se rend compte que déjà à l'époque où nous on vivait quasiment dans les grottes, eux ils étaient déjà dans la civilisation, avoir la prétention de dire aujourd'hui que les Chinois ne sont pas créateurs, mais c'est tout simplement de l'assertion. Ça ne repose sur rien. Alors c'est vrai qu'ils ont copié pour rattraper le retard, parce qu'ils ont accumulé un retard, et on peut expliquer les raisons de ce retard. Pourquoi ils ont accumulé ce retard? Alors, voilà. Rapidement. Alors, rapidement, c'est très facile à comprendre. La dynastie des Qing, c'est-à-dire la dernière dynastie, à cette époque-là, la Chine était déjà la première puissance commerciale et économique mondiale. Et c'est pour ça que les Occidentaux ont voulu pénétrer ce marché par la force, ce qu'on appelle la politique des canonnières. C'était tout simplement pour s'accaparer du marché chinois et des richesses chinoises. C'était la première puissance. Bon. Et alors, pourquoi les Chinois ont-ils bloqué leur développement scientifique et technique? Par orgueil. Par orgueil. Ils se considéraient comme le centre du monde. Zhongguo, Zhong, centre, Guo, pays. C'est les Chinois qui ont fait ça volontairement, en quelque sorte. Ils ont fait ça. Inconsciemment, mais ils ont créé leurs propres problèmes. Alors il faut coopérer, il faut comprendre, pour comprendre cela, il faut comparer avec le Japon. Okay? Le Japon était confronté au même problème que les Chinois. Seulement, les Japonais, en 1868, ils ont compris que les katanas ne permettaient pas de combattre contre les canons des Occidentaux. Donc, si fiers fussent-ils en tant que guerriers, ils sont vraiment des guerriers, ils se disent qu'il faut être réaliste. Il faut apprendre d'eux pour ensuite retourner nos armes contre eux. Et c'est ce qui s'est passé avec la Seconde Guerre mondiale. Donc, les Japonais ont fait leur Meiji, qui est la réforme de la nouvelle ère, c'est-à-dire la politique d'ouverture, et ils ont appris de ce qu'il y avait le mieux dans tous les pays européens. La France, l'Angleterre, l'Allemagne essentiellement, mais pas que. D'accord, et la Chine a fait l'inverse. La Chine, elle n'a pas voulu faire ça. Elle s'est renfermée sur elle-même, elle s'est dit, nous on est les meilleurs, on est les plus intelligents, on est les plus puissants. Un peu comme les Français. Avec la puissance en moins. Et donc, au lieu d'apprendre des autres, ils se sont enfermés. Et ils se sont tellement enfermés que, sous les coups de boutoir de l'Occident, la dynastie s'est écroulée, il y a eu une crise morale, intellectuelle, scientifique, technique énorme en Chine, qui s'est traduite par un mouvement que personne ne connaît aujourd'hui, qui est le mouvement du 4 mai 1919. Le 4 mai 1919, tous les intellectuels chinois sont descendus dans la rue pour protester, pour dire comment se fait-il que nous, première puissance intellectuelle du monde, grande civilisation, avec des grands philosophes, comment se fait-il que nous en soyons arrivés là? Comment se fait-il que maintenant, ce sont les autres qui nous contrôlent, qui dépècent notre pays, etc. Et ils ont commencé à lancer des idées pour renaître. Et des idées folles. Certains disaient même, voilà, la raison essentielle pour laquelle la Chine n'a pas pris le virage scientifique, c'est à cause de ce idéogramme. Mais c'est une écriture compliquée, ça ne nous permet pas, etc. Et donc il faut latiniser les idéogrammes, d'où l'idée du pinyin qui avait été lancée dès 1919. D'autres donnaient d'autres genres de discours en disant ben voilà, si la Chine a perdu de sa puissance, c'est parce qu'elle a refusé d'apprendre des techniques européennes et américaines. Bref, il y a eu un combat, une lutte entre les intellectuels chinois qui fut extrêmement intense pour créer
un moment de sursaut national. Et c'est sur cette base-là que les nouveaux partis ont émergé, c'est-à-dire Parti national, Parti nationaliste, Kuomintang, okay, démocratie et nationale. Alors là, c'était influence de qui? Évidemment, influence européenne, démocratie, influence américaine, démocratie. Donc il y avait au sein de cette tendance nationale chinoise deux courants, un courant européen et un courant américain. Bien. Et puis, il y avait une autre tendance qui, elle, s'est tournée vers la Russie, qui avait fait sa révolution bolchevique en 1917. Et donc, eux voulaient trouver leur ressort national au travers du marxisme, en s'inspirant de la Russie. D'où la création d'un parti communiste chinois aidé par le Komintern, qui est l'organisation internationale du communisme soviétique. Bien. Donc là, il y avait déjà deux grandes tendances qui commencent à émerger de la vie politique chinoise, donc, qui s'est modernisée par rapport à l'époque impériale, et qui s'est modernisée pour essayer d'installer une nouvelle dynastie qui soit suffisamment puissante pour faire face à la menace occidentale. Ok. Et donc la suite, c'est quoi? C'est-à-dire que finalement, c'est les pro-russes en quelque sorte qui ont pris la main. Même dans l'histoire du Parti communiste chinois, il faut rappeler les faits. Au début, c'était essentiellement influence soviétique à 100%, influence marxiste à 100%, c'est-à-dire que la révolution doit se faire sur la base du prolétariat industriel. Okay? Mais la Chine, à l'époque, n'était pas une puissance industrielle. Il y avait des industries par-ci, par-là. À Wuhan en particulier, c'était là où il y avait les industries d'armement. À Shanghai également. Canton, il n'y avait même pas d'industrie. Canton, c'était une plaque commerciale avant tout. Donc la Chine était rurale, elle était paysanne. C'était une puissance agricole. D'ailleurs, la puissance chinoise, économique chinoise, reposait sur le foncier. C'était le foncier. Les riches, c'était ceux qui possédaient les terres. Bien. Et donc, le marxisme tel que les soviétiques le préconisaient pour la révolution chinoise n'était pas adapté. Et donc, il y a eu un échec mortel pour le Parti communiste chinois parce qu'ils avaient voulu lancer cette révolution par le prolétariat à Shanghai, dont André Malraux s'est fait l'écho avec un livre magnifique qu'il faut absolument lire. Il a écrit un livre absolument magnifique qui s'appelle « La condition humaine », qu'il faut absolument lire et qui décrit cette révolution chinoise industrielle. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a écrit ce livre alors qu'il n'a jamais mis les pieds en Chine. Ça, c'est génial. Non, mais c'est Malraux. Et donc, ça a été un échec. Les communistes ont été massacrés. Et il ne restait plus rien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est là que Mao est intervenu. Il a dit à tous ceux qui étaient les marxistes purs, on dit, écoutez, voilà, vous êtes trompés, vous êtes plantés. Moi, je vous ai toujours dit que ce n'était pas comme ça qu'il fallait faire, mais il n'avait pas l'autorité à l'époque. Il y avait un certain Li Tazhao qui était celui qui dominait au sein du Parti communiste chinois. Alors les autres ont été obligés de reconnaître leur erreur. Mao en a profité, il a pris le pouvoir, et à ce moment-là, il a commencé à maoïser le Parti communiste chinois et à maoïser le marxisme chinois. Et ça, c'est positif? Comment? Ça, c'est positif, ça? C'est grâce à ça qu'il a gagné. Parce que son soutien n'était plus la base industrielle qui était faible, mais c'était la base rurale. C'est-à-dire la vraie Chine. Il avait derrière lui 400-500 millions de Chinois, des paysans, qui l'ont suivi. Mais ça a quand même créé beaucoup de problèmes, des famines, etc. etc. Ah, ça, moi je te parle de la période pré-révolutionnaire, avant la révolution. D'accord. Comment prendre le pouvoir? Okay, il a pris le pouvoir avec les paysans. Il ne pouvait pas prendre le pouvoir avec les ouvriers, parce que les ouvriers, c'était anecdotique en Chine. Une fois qu'il a pris le pouvoir, alors effectivement, il a commis énormément d'erreurs économiques, parce que Mao n'était pas un économiste. Mao ne connaissait rien à l'économie. C'était un idéologue, et donc il croyait qu'on avait besoin d'acier. Au lieu de construire des grandes aciéries, comme il aurait fallu faire, il a dit par exemple, chaque village doit créer sa petite fabrique d'acier, de fer. Bon, par exemple. Alors un peu partout, on faisait des trucs, mais c'était du gâchis. Ça ne servait à rien. Donc les paysans ont délaissé les tâches
développement agricole pour se lancer dans des tâches soi-disant industrielles qui n'aboutissaient à rien. Bon. Et donc ça a été une catastrophe économique. Ça a provoqué des famines. Bon. Et c'est pour ça que cela a créé le terreau de la venue au pouvoir de Deng Xiaoping, qui s'est dit maintenant arrêtons toutes ces bêtises-là, arrêtons la révolution culturelle, maintenant il faut que nous fassions notre réforme économique. C'est-à-dire en 1978, 110 ans après les Japonais, 1868, les Chinois ont fait leur Meiji, c'est-à-dire leur réforme économique. Grâce à Deng Xiaoping. Grâce à Deng Xiaoping, avec 110 ans de retard par rapport au Japon. Donc ça explique le différentiel de développement entre le Japon et la Chine, alors que le Japon, 110 ans avant, était un pays misérable par rapport à la puissance économique chinoise. Bon, maintenant que la Chine a fait son Meiji, est-ce qu'on peut dire que la Chine est revenue dans le game, quoi, c'est-à-dire qu'elle est dans le jeu, c'est l'avenir, tout comme les Américains, les Japonais, elle n'a plus de frein à son développement. Elle n'a plus de frein à son développement est mondial. Elle n'a pas, comme beaucoup le craignent ou beaucoup le prétendent pour des raisons cachées ou inavouables, la Chine n'a aucune velléité d'imposer son modèle économique et social au monde entier, comme l'ont toujours fait les Occidentaux. Oui, c'est pas la culture chinoise. C'est pas de toute façon, truc. ils savent que c'est pas possible. C'est pas possible. On ne peut pas cyniser les Américains, les Africains. C'est pas leur truc, ça ne les intéresse pas. D'un point de vue culturel, ils sont toujours dans leur orgueil initial, ils sont toujours la civilisation. Si les gens veulent être civilisés, qu'ils viennent chez eux et apprennent d'eux, mais ce n'est pas eux qui vont imposer leur modèle. Ils savent que leur modèle n'est pas imposable non plus. Ouais, donc, il n'y a pas de crainte de ce point de vue-là. En revanche, la Chine veut imposer, effectivement, par des voies économiques, commerciales, pacifiques, sa domination économique, financière, vendre ses voitures électriques partout dans le monde et technologique. Et technologique. Alors, pour en venir aux individus que nous sommes, est-ce que la Chine présente toujours des opportunités? Bien sûr qu'elle présente toujours des opportunités, mais plus du tout les mêmes que celles des années 80-90. Parce que maintenant, on n'est plus dans un pays sous-développé du type tiers-monde africain, où les Chinois avaient besoin de tout. Aujourd'hui, maintenant, le niveau s'est tellement élevé que pour avoir une place dans ce pays-là, il faut soit des niches qui existent encore, des petites niches qui existent encore, et dans lesquelles on peut s'y inscrire, soit alors carrément s'installer au plus haut niveau, coopérer avec eux dans les domaines technologiques. Aujourd'hui, si on ne coopère pas avec la Chine d'un point de vue technologique, on régressera. La Chine est le pays qui dépose le plus de brevets par an dans le monde. La Chine est un pays qui, chaque année, fait des percées sur le plan technologique. Donc, si on se dit « Ah, ça ne nous intéresse pas », eh bien oui, c'est ce qui se passe avec l'Union européenne. On est en train de perdre du terrain parce qu'on veut se découpler de la Chine. Ok. Bon, très intéressant. Je pense qu'on est tous d'accord au sujet du développement de la Chine qui a fait son Meiji, etc. Mais bon, par contre, maintenant parlons plutôt des dernières années. Les 5-10 dernières années, tu as beaucoup de Français qui étaient en Chine, qui ont quitté la Chine, entre autres parce qu'il semble que la Chine se renferme un peu sur elle-même, certains vont dire ça, qu'elle est moins accueillante envers les étrangers, sauf peut-être récemment parce que maintenant on peut venir en Chine avec un passeport français sans problème, etc. Mais ces dernières années, il semble que la Chine a pris pas forcément les bonnes décisions, notamment par exemple la liberté de flux des capitaux, etc. Donc un entrepreneur français qui va en Chine maintenant, il ne sait pas s'il peut, il peut produire la richesse en Chine, mais il ne sait pas s'il peut envoyer l'argent en France, etc. Donc a priori, il y a quelques problématiques à régler en Chine. Donc maintenant, la question que beaucoup de Français me posent, c'est que est-ce que la Chine est vraiment ouverte? Est-ce qu'il y a une liberté économique en Chine? Ne serait-ce que dès qu'on va en Chine, maintenant, il y a des réseaux sociaux qui sont bloqués, etc. Est-ce que la Chine veut vraiment s'ouvrir sur le monde? Oui, c'est la vraie question et c'est une question à laquelle il est extrêmement difficile d'y répondre clairement. Parce que c'est une situation qui est ni noire ni blanche. On est dans le gris. Pourquoi sommes-nous dans le gris? À mon avis, il y a deux facteurs. Il y a un facteur endogène et un facteur exogène. Le facteur endogène, d'abord, c'est le Covid. 3 ans de Covid en Chine, géré d'une manière absolument féodale, il faut le dire. Mauvaise, on va dire quand même. Ils n'ont pas bien géré le Covid. Féodale, je dis féodale, c'est-à-dire dans l'obscurantisme le plus total, sans aucune intelligence.
ils ont tué leur économie. Et pourquoi ils ont fait ça? Ils ne sont pas rendus compte de leur erreur. Qu'est-ce qui leur a poussé à être aussi extrême dans la gestion du Covid? Qu'est-ce qui les a poussés? À mon avis, souvenons-nous qu'au début, lorsque le Covid est apparu, a émergé, début 2020, en réalité, il avait démarré en novembre 2019, à Wuhan. Dès le début, l'Occident avait pointé du doigt la responsabilité chinoise, en disant que ce sont les Chinois qui sont responsables de cette pandémie. Elle est partie de Wuhan, ils le savaient, et malgré tout, ils n'ont pas interdit leurs ressortissants d'aller à l'étranger faire du tourisme, et donc ce sont leurs ressortissants qui ont répandu la pandémie dans le monde entier. Les États-Unis même quasiment ont accusé les Chinois d'avoir dans les laboratoires fait des recherches inavouables et qu'il y a eu des fuites, malheureusement parce qu'ils ne contrôlaient pas leur labo. Et donc la Chine s'est trouvée dans cette situation d'accusation. Est-ce que ces accusations sont fondées par rapport au laboratoire, etc. Aujourd'hui, on voit bien maintenant avec le recul et toutes les investigations qui ont été faites, en particulier aux États-Unis, on sait bien aujourd'hui que tout ça était faux. C'est faux. On sait que c'est sorti d'un laboratoire, mais ce n'est pas les Chinois. Ce sont les Américains, c'est le Pentagone. Le Pentagone a sorti ça d'un laboratoire? Exactement. Exactement. En Chine? Comment? En Chine ou aux États-Unis ou ailleurs? Ça vient d'où? En Ukraine. En Ukraine? En Ukraine. C'est quoi le rapport avec l'Ukraine? La CIA a installé une dizaine de laboratoires, ce type de laboratoire en Ukraine, parce que ce type de recherche est interdit aux États-Unis. Donc ils ont financé ces recherches, ils ont délocalisé ces recherches en Ukraine. Okay? Et donc en Ukraine, il y a ces laboratoires qui font de la recherche biologique, chimique, pour les guerres de demain. Et donc, les pandémies et tout ça. C'est une affaire extrêmement complexe parce que elle implique les États-Unis, d'une part, elle implique l'OMS de l'autre. L'OMS a été partie prenante dans cette affaire. Et elle implique certains partenaires européens qui ont fermé les yeux là-dessus. Cette pandémie, maintenant on le sait, j'en parle tranquillement, il y a un rapport de 400 pages qui est sorti par le Congrès américain. C'est pas moi. Il suffit de lire ce... Moi, ça m'intéresse. Il suffit de lire ce rapport. Là, il y a des gens qui vont te dire, oula, complotiste. Non, ce rapport existe et c'est les Américains eux-mêmes qui l'ont fait. C'est le Congrès qui a fait cette recherche. Pourquoi tombe-t-elle maintenant cette recherche, ces investigations? Tout simplement parce qu'on est à la veille de l'arrivée de Trump au pouvoir. Et que quand Trump, dans sa campagne, il avait dénoncé cette pandémie. Il a toujours dit que cette pandémie était organisée, qu'elle n'était pas naturelle. Mais comme à l'époque, ceux qui ont lancé ça, c'est-à-dire, on en revient toujours au même, aux démocrates, État profond, mondialistes, progressistes, ils ont voulu cacher tout ça. Et maintenant, ça y est, c'est fini. Le Congrès fait son boulot, parce que le Congrès est une nouvelle majorité. Trump n'est pas au pouvoir, encore, mais le Congrès l'est. Les députés sont là, enfin les parlementaires, les congressmen sont là. Et donc ce rapport est tombé. Et le rapport, il est très clair et net. Il est tombé quand? Récemment là? Tout récemment, il y a 15 jours à peu près. Okay? Et que dit le rapport en gros, 400 pages? Bon, moi je sais que les grandes lignes. Que dit ce rapport? Il dit 1. La pandémie a été organisée. Ce n'est pas une pandémie naturelle. 2. Elle sort des tiroirs du Pentagone. Non, ils n'ont pas écrit ça quand même, c'est vrai? Si. Je vois ça. C'est pour ça qu'il va y avoir un remue-ménage au Pentagone, FBI, etc. C'est ce qu'on appelle l'état profond. Les généraux qui vont tomber ou ils sont déjà tombés, etc. 3. La gestion de la pandémie était une aberration scientifique. Voilà, on est d'accord. 4. Les masques, la distanciation sociale, le confinement, tout ça ne servait à rien. C'était inutile. Ça a tué nos économies. Et ça n'a sauvé personne. Bien au contraire. Ça a tué mon business. Le confinement, ça ne fait que transmettre les bactéries. 5.
Les vaccins ne sont pas des vaccins. Ils n'ont jamais empêché la transmission et ils n'ont jamais protégé. Donc c'est un réquisitoire absolument sévère sur cette affaire-là. Ils ont protégé des formes graves quand même, un petit peu. Non, les formes graves, si tu veux, soyons clairs. Par exemple pour la France. Quand un gouvernement interdit aux docteurs de faire leur boulot, c'est-à-dire de soigner, on doit déjà se poser des questions. Comment se fait-il qu'on interdit aux docteurs de soigner les patients qui viennent leur dire « j'ai de la fièvre, docteur ». Ils n'avaient pas le droit de les soigner, ils devaient aller rentrer chez vous. Et dans 10 jours, si ça ne va pas bien, vous irez à l'hôpital. D'où les hôpitaux étaient saturés. La grippe a toujours existé. Chaque année, il y a toujours eu des morts dues à la grippe. N'est-ce pas? Des milliers de morts dues à la grippe. Comme par hasard, pendant le Covid-19, on n'entendait plus parler de grippe. Il n'y avait plus de morts de grippe, il n'y avait plus rien. Ça avait disparu. Ça avait disparu. Pourquoi? Parce que tout ce qui était grippal devait être labellisé Covid. Okay? Il y avait beaucoup de morts, oui. Mais qui étaient les gens qui malheureusement étaient victimes de cette grippe virale forte? C'était les personnes âgées qui souffraient déjà de plusieurs pathologies et qui par conséquent n'avaient pas la force nécessaire, le système immunitaire nécessaire pour résister. Donc ils y passaient. Alors quand ils y passaient, on disait ils sont morts du Covid. En fait non, ils ne sont pas morts du Covid. Ils sont morts de leur pathologie initiale que le Covid a accéléré. Et donc le vaccin ne servait absolument à rien. Le vaccin, merde ça y est 18h30, le vaccin ne servait strictement à rien. Il a servi uniquement à enrichir les big pharma. C'est la raison pour laquelle il va y avoir des choses très intéressantes qui vont se passer aux États-Unis avec les big pharma qui sont dans le collimateur. Fauci, l'éminence grise qui a dirigé la pandémie aux États-Unis et qui en fait dirigeait la pandémie en Europe, Fauci, il va connaître un avenir très très agréable dans peu de temps. À suivre. À suivre. Donc, revenons à la Chine. Dans ce contexte, la Chine était accusée. Les Chinois n'aiment pas beaucoup d'être accusés. La face. Donc, ils ont exagéré le fait qu'ils sont protégés. Donc, ils ont tout fait pour ça. À mon avis, ils ont exagéré la gestion de la pandémie pour montrer qu'ils étaient les meilleurs élèves en matière de gestion sanitaire. Et donc, on ne pouvait pas leur reprocher des tas de choses. Alors, ils ont fait ça au détriment de leur économie. L'économie s'est écroulée. Moi, j'ai vu, quand je suis allé en Chine en 2022, j'y suis retourné pendant un mois, j'ai vu l'état économique de la Chine désastreux. Partout, les boutiques étaient fermées, etc. Chômage, les jeunes ne trouvant plus de boulot, etc. La situation n'a guère évolué depuis ces 2 dernières années. Un peu mieux, mais pas tant que ça. Les jeunes diplômés, etc. sont au chômage. 40% d'entre eux sont... Ils ont fait tout ça juste pour le regard international, c'est tout. Mais c'est mon explication, j'en vois pas d'autre. Après, il y a peut-être un mélange aussi c'est culturel, parce que les Chinois n'aiment pas perdre la face, etc. C'est ce mélange tout ça. C'est ce que je t'ai dit, il fallait pas perdre la face. Bon. Et puis, c'est le réflexe d'un régime autocratique, d'un régime fort. Quand on prend une mauvaise décision, ça s'amplifie, c'est très très mauvais, quoi. Et on ne revient pas sur une mauvaise décision parce qu'ils ont obligé de faire le face. Ouais. Et quand ils sont revenus dessus, c'était brutalement. Pourquoi? Oui, c'est vrai, parce du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y avait des révoltes d'étudiants. Ils se sont dit, oh là là, on ne va pas recommencer avec un nouveau Tiananmen. Donc ils ont lâché. Du jour au lendemain. Oui, mais moi, ça m'a surpris. Voilà. Ouais. Et moi, je suis arrivé dans ce sillage-là. Et j'ai discuté avec les Chinois. On parlait ouvertement et d'une manière assez... C'était de la dérision. Vous voyez, du jour au lendemain, c'est arrêté. Maintenant, il y a quoi? Vous êtes malade? Il y a des gens qui meurent? Non, mais non, rien. Tout va bien. On n'entend plus parler. On n'entend plus parler, tout va bien. Il a disparu par magie. Une erreur politique magistrale. Et cette erreur politique, qui a des incidences économiques, à mon avis, a des conséquences sur la situation actuelle. Les étrangers, pendant la période du Covid, ceux qui étaient en Chine ont tout fait pour se barrer. Oui. Et ceux qui étaient avec ça n'avaient pas du tout envie de revenir. Donc déjà, il y avait une rupture entre les étrangers et la Chine à cause du Covid. Ouais. Ceux qui sont partis et qui ont perdu leur business ou qui ont laissé tomber leur business
Pour revenir, c'est pas évident, la place est déjà prise. Tu comprends? Donc si tu reviens en Chine, ça veut dire qu'il faut que tu recrées ton business. Il faut que tu retrouves une nouvelle opportunité de business. Donc il ne faut pas, à mon avis, condamner la Chine en disant qu'elle se referme sur elle-même et on ne peut pas y aller. Il faut condamner la pandémie qui a été organisée et dont la Chine est une des victimes de cette pandémie. C'est comme ça qu'il faut voir le problème. Et le responsable, priori. Et la preuve que les Chinois ne se ferment pas, c'est qu'ils ont compris qu'il faut ouvrir. Donc ils ont fait une politique de visa. Là, ça ouvre de partout. Là, même encore aujourd'hui, hier, ils ont ouvert encore à d'autres 54 pays, 10 jours en Chine sans visa. Du jamais vu. Là, c'est incroyable, ils ouvrent à fond. Du jamais vu, je te dis. Du jamais vu. Ça. Dans l'histoire d'une Chine post-impériale, toujours très puissante et qui contrôle tout, etc., lâcher les vannes comme ça, c'est du jamais vu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un signe très fort vis-à-vis des Occidentaux. Attendez, on n'est pas en train de s'enfermer, on est ouvert, vous êtes bienvenus, vous venez, on ne vous oblige pas de venir, mais vous pouvez venir chez nous maintenant, on n'a plus besoin de visa. Vous venez, on tourise, regardez comment ça se passe, vous humez un peu l'atmosphère pour faire du business et venez vous installer. Donc ce sont des signes réels qu'il faut analyser et non pas des idées préconçues. Ok, très intéressant. Mais on va approfondir tout ça lors de dîner, déjeuner dans les prochains jours. Voilà, faut que tu y ailles. Okay. Oui, merci, c'était passionnant. Je voulais faire 5-10 minutes. Finalement, on en est à combien de temps là? Presque 45 minutes, 1 heure. Il faut que j'y aille. Bon, merci beaucoup Maurice et à très vite.